Moi j'ai l'impression, il y a peut-être deux catégories. Il y a les bouquins qui ont des véritables entrepreneurs qui veulent quelque part passer un message de type historique et qui veulent analyser la véritable histoire en la déformant pour provoquer une réflexion sur l'histoire véritable. Et moi je vois dans mon cas personnel, c'est rapproche plus du cas de Laurence, en fait j'avais une histoire en tête qui n'est pas du tout un message historique, mais une histoire vraiment de type synthétisme, une histoire, une intrigue, des personnages qui m'intéressaient, et j'utilisais plutôt l'histoire comme plus qu'un décor, mais vraiment une source d'inspiration, parce que moi le monde du Paris, de la belle époque, finalement ce qui vous intéressait c'était l'époque. C'est l'époque qui me faisait rêver, qui suscitait vraiment la créativité et qui collait particulièrement, parce que l'histoire c'est une histoire qui mélange les sciences et l'occultisme, et l'époque qui mélange le milieu, les sciences et l'occultisme, c'est le Paris de la belle époque de 1910 avec les images d'Adèle Blanc-Sec de Paris que j'avais en tête du début à la fin. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un réflexe moderne qui est venu de tous les films et tous les bouquins qu'on a pu lire, qui maintenant on s'autorise, j'ai l'impression, de plus en plus de choses et d'utiliser l'histoire vraiment comme un bac à sable et de s'autoriser toutes les divergences. Et même si, par exemple, pour reprendre le cas de la fameuse victoire des Noyelles, quelque part elle n'a aucun rôle dans l'histoire, ça pourrait être canon, ça ne changerait rien. C'est vraiment une fantaisie parce que ça collait bien à l'histoire. Finalement, c'est une vraie histoire. En fait, je suis pas certain qu'il y ait une vraie volonté de parler de l'histoire d'une chronique comme la science-fiction, c'est un moyen de parler du présent. C'est utiliser des outils historiques, utiliser des repères connus, mais au final, c'est un moyen de parler du présent et les techniques d'écriture ne sont pas si éloignées que ça de la science-fiction parce que tu es confronté exactement au même problème, présenter un univers, l'exposer de la même manière que tu voudrais exposer une civilisation extraterrestre ou un avenir très très lointain. Pour rebondir sur ce que tu disais, je considère à titre personnellement mon livre comme un véritable roman de fiction spéculative. Et la fiction spéculative est quasiment synonyme de science-fiction, et les techniques qui sont employées pour la construction de l'univers sont de techniques de science-fiction également. Après, il se trouve que par accident, le livre se retrouve être de la littérature, mais je l'ai vraiment pas fait exprès. Non, je suis pas totalement d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, sans vouloir assommer l'histoire, il faut revenir quand même sur ce que c'est que le plan. Au sens où plus rien de terme. Et puis le distinguer éventuellement des récits à caractère uchronique, dont effectivement il y en a beaucoup de concepts. L'uchroniste, c'est quand même quelqu'un qui parle à point de divergence en fait. Il écrit un récit de fiction, il écrit un scénario d'historien, ou même de militaire. Il s'est dit, tiens, offre Austerlitz, les Français ont quelque chose, et donc il va construire son bouquin dans un certain ordre qui est une idée précise de l'endroit où il veut diverger, pour raison explicite, c'est son intérêt, et puis après il invente quelque chose de différent. Là pour moi, on est loin du récit extraterrestre, on est loin même du présent, puisque même quand on prend les uchronies militaires, les gens ne sont pas du tout intéressés par le développement à 30 ou 40 ans de leur point d'avance, ils sont exclusivement intéressés par le développement des batailles et de ce qui se passe derrière pour en tirer certes des leçons dans le présent militaire, mais il n'y a pas de projection de notre groupe. Par contre, peut-être Roland mis à part, je pense que Roland a une idée précise de ton divergence, il a dit, il fait l'imaginer que De Gaulle avait pas changé. C'est pas forcément une divergence, mais je dirais qu'on avait une idée quand même précise au départ, tu voyais quand même rayer, ça fait des années qu'on discute, de même que Renouvier voulait rayer la chrétienté du monde, je dirais, européen, toi tu voulais rayer Général de Gaulle de la part d'une manière ou d'une autre, qui explorait tout quoi, qui explorait plus varié, mais c'était juste pour faire plaisir à ta maman. Juste pour faire plaisir à ta maman. Et donc, quand je vous écoute, je vous lis, effectivement, c'est pas à partir d'un point de divergence, disant, moi je vais expliquer, je vais construire un univers à partir de ça, que vous êtes fait rattraper par le produit quelque part, parce qu'à force de mettre des éléments un peu étrangers à l'histoire, au bout d'un moment vous avez posé la question, est-ce que vous pouvez le justifier ou pas? Donc c'est quand même deux approches qui sont radicalement différentes.
Ce que je voulais dire, bon, Eric n'a pas encore lu le roman, donc, en fait, il y a tellement de points de divergence possibles dans le livre qu'on a décidé d'offrir un repas au restaurant avec la talente à la personne qui serait capable de trouver le point de divergence le plus ancien dans le livre. Profitez-en, le vin sera bon. Et c'est le vieux piège du maître vieux au château de Tic qui a donné le point de divergence planqué aux 3 quarts du bouquin en 2 lignes. Pour le personnage. Jusqu'à l'époque récente, parce que maintenant, En fait, dans les chroniques, l'important, c'est pas tellement le point de c'est pas le point de divergence qui est important. Si, il peut être anecdotique, ça peut être un super pitch. Enfin, dans ce cas-là, le général de Gaulle assassiné, c'est génial. Il dit Grouchy, c'était Grouchy. Ça aussi, c'est un bon pitch. Finalement, par exemple, je prends l'exemple des uchronies napoléoniennes. Pas celles qui décrivent, pas les uchronies militaires qui décrivent la bataille de Waterloo. Celles qui disent Napoléon a gagné à Waterloo. Ou alors les uchronies où les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais il est où le point de départ? Est-ce que c'est parce que Rommel s'est pas fait péter la gueule en 1943? Est-ce que c'est parce que Napoléon, il a dû coucher à la place de Blücher? Non, c'est juste Napoléon a gagné ou Hitler a gagné. Donc là, on est dans quelque chose finalement qui n'est pas très fin au niveau point de départ. On ne sait pas à quel moment un électron a quitté une orbite atomique, une couche atomique, pour aller vers un autre atome. C'est là qu'elle commence l'uchronie. C'est au moment où deux atomes vont échanger un électron, ou un positron, ou qu'un neutron va se barrer. Et ça, on ne peut pas le mettre dans le bouquin parce que ça fait chier le lecteur. Donc on va prendre un temps beaucoup plus tard. Mais l'uchronie, elle commence au niveau quantique. Ça, j'ai écrit l'uchronie quantique. Alors ça va me permettre de rebondir justement sur un fait intéressant. Le point de divergence, comme tu le dis, généralement les 3 quarts du temps, les uchronies sont parlées jusqu'à il y a quelques années, on s'en fout. Napoléon gagné à Waterloo, en tant qu'ancien étudiant en histoire, je peux reconnaître que c'est généralement une façon blague, mais ça permet justement de chatouiller tout le reste. Le point de divergence, c'est juste, c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est l'ingrédient primaire, on va dire. Bon, les nazis gagnent la bataille des Ardennes, point complètement à côté de la plaque. Le Napoléon gagne à Waterloo, pareil, d'un point de vue strictement, même militaire, on n'avait quasiment aucune chance de gagner là. À la rigueur, vous me diriez, les 4 bras auparavant, je le dis, on peut. Mais ensuite, laisse-moi finir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est d'écrire à la rigueur une bataille de Bruxelles ou etc. je ne peux pas être d'accord avec ça parce que ça serait négliger le lectorat de l'époque où certaines des uchronies que vous citez ont été écrites. Lorsque l'on fait référence à certaines uchronies, par exemple sur Napoléon datant du 19e et 20e siècle, il ne faut pas oublier que la partie des écrivains de l'époque et de leurs lecteurs étaient nostalgiques. Aujourd'hui, évidemment, celui qui prend le texte en 2011 est plutôt dans une perspective d'un regret de l'Europe française ou même francophile, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc, pour l'écrivain qui prenait ça et qui avait peut-être eu un grand-père napoléonien, etc., il y avait d'abord une bonne raison de l'écrire à titre personnel. En plus, une grosse partie de son lectorat se retrouvait dans ses aspirations au sens nostalgique, et vous avez exactement la même chose avec les uchronies anglaises du début du siècle faisant référence à la guerre de sécession, ou à la guerre anglaise à part américaine, ou à la guerre d'indépendance. Donc, je crois qu'il faut aussi revenir, je disais tout à l'heure, l'uchronie, caractère uchronique, le récit à caractère uchronique que l'on voit fleurir depuis 30 ans, parce qu'il y a effectivement de moins en moins d'uchronie pure au sens de Renovier, c'est quelque chose de récent. C'est un phénomène depuis les années 60. C'est-à-dire de commencer à décrire des mondes qui se situent 200, 300, 400 ans après une divergence, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Avant, les écrivains décrivent très précisément un point de divergence, et puis soit ce qui s'est passé juste après, soit comme Renovier, toute une chronologie régulière et logique, en tout cas le dit, à partir de ce point-là. C'est bien des approches radicalement différentes, qui d'ailleurs montrent une évolution sur la littérature et les genres, mais qui reflètent historiquement un souhait, une approche, une technique différente. Je suis désolé de redire que quand on lit Renovier aujourd'hui, quand on lit Geoffroy avec le cerveau de quelqu'un de 2010, ce n'est pas le cerveau de lectorat de Geoffroy en 1870 ou 80 qui a écrit son livre, mais vous le regardez principalement. Je suis peut-être d'accord avec ce que j'ai dit.
Alors tu vas peut-être pouvoir me laisser finir la phrase. À l'origine, ce que je voulais dire, c'est que le type même de l'Uchronie au XIXe siècle, à partir du moment où ça a été forgé, que ce soit par Geoffroy ou Renouvier, s'adressait avec un message très clair. Il s'agissait effectivement de réparer ce qui pour eux était une erreur, même pire, une aberration historique. L'empereur avait perdu, l'Europe finalement n'avait peut-être pas grand-chose à gagner avec le christianisme, etc. De nos jours, justement, le genre a tendance maintenant à muter, en ce moment, j'ai pas d'autre image, ou à fusionner avec d'autres caractéristiques. On retourne maintenant avec des bouquins qui se réapproprient le voyage dans le temps avec pour but de créer un parfait divergent. Alors maintenant que tout le roman nous raconte le truc et expédie finalement à la fin très rapidement le nouveau monde, ou au contraire, ça débute avec ça et puis qu'on comprenne petit à petit. Mais on tombe sur des ouvrages finalement de plus en plus différents. Je pense à Rosée le Feu de Xavier Montméjean qui finalement retrace la fin de l'Empire japonais en 44-45, mais où les pilotes japonais, les futurs kamikazes, ne pilotent pas des avions mais des dragons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il semblerait qu'il y a eu des dinosaures qui sont survécus à chute de météore qui s'est écrasé dans le province de l'Occident et évolué différemment. Et ainsi de suite. Donc est-ce qu'on n'assiste pas, comme tu dis justement, non pas une perte, mais un déplacement de l'Uchronie pure, je ne considère pas comme une perte, mais un décalage finalement progressif vers quelque chose où on mélange justement tout ce qui est un peu imaginaire, tout ce qui est fiction, tout ce qui est rêverie, où on s'approprie finalement en collant « Ah ben tiens, si on rajoute de ceci, si je fais un peu de ceci, je mélange mon produit » et j'aboutis à quelque chose où entre guillemets c'est plus seulement une chronique, c'est autre chose.